Bien, rebonjour. Les micros marchent, voilà. Bon, je suis très heureux d'accueillir Lilian Thuram et effectivement, comme Johanna Roland l'a dit dans son intervention, le sport et la géopolitique, c'est pas du tout éloigné. C'est vraiment, on est au cœur de cela. Et Lilian Thuram, en fait, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier, et donc qui représente assez haut les couleurs de la France. Vous avez, Lilian, la particularité d'être là le recordman des sélections masculines. Comme vous l'avez dit souvent vous-même, il y a quelqu'un qui a plus de sélections d'équipe de France que vous, c'est Sandrine Soubeyran, qui en a 198. Vous vous êtes arrêté à 142, donc si vous l'avez dépassé, il faudrait reprendre un petit peu le drapeau et recommencer un peu à courir. Mais en tous les cas, 142 sélections en équipe de France, le record risque de durer longtemps. Et on connaît votre parcours, en fait, de footballeur citoyen. Lorsque vous étiez footballeur, vous avez déjà pris sur des questions de citoyenneté, de lutte contre le racisme, de vie dans les cités françaises. Vous n'êtes pas resté isolé dans votre bulle de footballeur. Et très tôt, et j'imagine que vous allez en parler, c'est lié à votre parcours, votre réflexion, vous avez considéré que le fait d'être footballeur ne devait pas vous empêcher de prendre position, mais au contraire devait vous permettre, si ce n'est même vous obliger à prendre position et de ne pas rester à l'écart des débats qui agitent la société française, mais également les affaires mondiales. Vous avez une carrière qui vous a conduit de Seine-et-Marne à Monaco, en Italie, en Espagne. Donc 142 sélections d'équipe de France, évidemment le double titre de champion du monde, de champion d'Europe, le match mythique contre la Croatie dont tout le monde évidemment se rappelle. La première question que je voudrais vous poser, c'est que comment justement vous avez porté le maillot avec le coq, donc on ne peut pas dire que vous êtes insensible aux questions de patriotisme, et en même temps vous avez une vision très universelle de cela. Comment vous conciliez, le thème de notre débat, comment vous conciliez patriotisme et internationalisme? Écoutez, tout d'abord, bonjour. Je dis toujours bonjour parce qu'il y a ma mère derrière moi qui dit « Est-ce que tu as dit bonjour ?» Donc voilà. En fait, pour comprendre un petit peu mon parcours et comment j'essaye d'allier les deux, tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis né aux Antilles, dans un petit village qui s'appelle Anse-Bertrand. Un beau jour, ma maman nous réunit autour d'une table. Nous sommes 5 enfants. Donc ma mère nous dit voilà, qu'elle allait partir à Paris. Et nous étions contents. Et ma mère nous dit non, je vais partir seule. Vous allez rester en Guadeloupe. Et donc, elle est partie travailler à Paris et puis elle a mis de l'argent de côté. Et 1 an après, elle est venue nous chercher. Ça, c'est très, très important pour comprendre un petit peu ce que je suis et ce que j'essaie de défendre. Et depuis que je suis enfant, le foot a été toujours très important pour moi. Par exemple, en Guadeloupe, je me souviens, nous jouions au foot devant la maison. Je me souviens très bien, pieds nus sur le goudron. Quelques années après, j'ai essayé, mais bon, ça ne marchait plus. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes enfant, il y a une certaine liberté. Après, le foot, c'était important aussi parce que lorsqu'il y avait les grands qui jouaient sur le terrain, bien sûr, ils évacuaient les petits. Et nous, on attendait d'être invités. Et souvent, lorsque vous étiez choisi, c'était juste extraordinaire parce que vous êtes choisi parmi les petits pour jouer avec les grands. Donc là aussi, ça m'a permis de rester 1 an seul. Je dois avouer que ma mère ne m'a pas vraiment manqué parce qu'elle nous avait expliqué qu'elle allait revenir nous chercher. Donc mon grand frère, qui avait 14 ans à l'époque, était le chef de famille. Parce que, pour vous expliquer pourquoi nous sommes restés seuls, certains peut-être vont être choqués ou interpellés. Nous sommes 5 enfants de 5 papas différents. Et il n'y a aucun papa qui était présent. Ça aussi, ça va expliquer ce que je suis devenu comme homme. Et donc je joue au foot. Ma mère vient nous chercher. Nous partons habiter dans la région parisienne. Et là aussi, le foot a été un élément très, très important pour moi parce que lorsque vous arrivez dans un lieu, notamment lorsque je suis arrivé aux Fougères, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de bâtiments. Et là, vous arrivez, vous ne connaissez personne. Jusqu'au jour où, au bord du terrain, lorsque vous regardez les autres et les autres vous disent « Tu veux jouer avec nous ?» Donc, vous jouez. Et après le match, vous faites partie du lieu. Donc c'est pour ça le football, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire être accepté comme vous êtes et faire partie d'un tout parce que vous vous amusez, vous jouez ensemble. Et le fait de jouer ensemble,
ben, il n'y a rien de mieux, en fait, pour construire des liens. Et donc, petit à petit, le football m'a aidé aussi à changer peut-être les préjugés que je pouvais avoir sur certaines personnes et sur ceux qui pouvaient avoir des préjugés sur moi. Parce que lorsque j'étais jeune joueur, j'ai commencé au Portugais de Fontainebleau. Donc, c'était un club qui avait été monté par des Portugais. Et vous qui veniez des Antilles ou que vous veniez d'Algérie, du Liban, du Pakistan, le week-end, vous étiez portugais. C'est-à-dire qu'on allait jouer au Portugais de Fontainebleau et parfois on jouait contre d'autres équipes, on se faisait insulter de Portos. Vous êtes antillais, vous voyez, libanais, ok. Et donc en fait ça aussi c'est très important pour comprendre ce que je suis. C'est-à-dire j'ai eu la chance de grandir dans une cité où il y avait le monde. Je me souviens que on partait, il y avait de la famille du Pakistan, donc on allait chez eux, des Espagnols, des Libanais. Et donc là aussi, c'était très important. Et après, à un moment donné, j'ai voulu changer d'équipe. Parce que quelqu'un m'a dit que je jouais bien au foot. Et il m'a dit, tu sais, comme tu joues bien, tu devrais aller à Fontainebleau. Parce que l'équipe de Fontainebleau est beaucoup plus forte. Et là, les dirigeants des Portugais de Fontainebleau, lorsque je leur ai dit que je voulais partir, ils me disent « Ah ouais, tu vas aller jouer chez les Bourges, mais ils ne vont jamais t'accepter. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Bah parce que tu viens des Fougères. » Et tous mes copains me disaient « Attends, tu ne vas pas jouer avec les Bourges de Fontainebleau quand même. Tu t'imagines, mais ils ne vont pas t'accepter. » Et donc, moi, je prends mon courage à deux mains. Je vais passer un test à Fontainebleau. Et Fontainebleau me retient. Je joue effectivement avec des enfants d'un autre milieu social. Et là aussi, les préjugés que je pouvais avoir tombent, parce que je vois que ce sont des enfants comme moi, il y a la même ambiance. Effectivement, j'ai des amis où ils m'invitent chez eux et je me retrouve dans des zones pavillonnaires, où est-ce qu'il y a des tables de ping-pong, où est-ce qu'il y a la maman qui fait des gâteaux pour le goûter. Je me dis, ah ouais, ça existe ça, qu'est-ce que c'est? Et là, en même temps, je comprends que les enfants de Fontainebleau, eux aussi, ont des préjugés sur ceux des Fougères, en me disant « Ah ouais, tu joues au Portugais de Fontainebleau, ah ouais, bah attends, là-bas c'est des voleurs, vous habitez dans le quartier, vous ne payez pas les loyers. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'ils racontent cela ?» Et donc le foot, ça m'a permis vraiment de circuler dans ces mondes et de faire tomber les préjugés. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant avec le foot, c'est l'appartenance, le lien que vous créez avec vos coéquipiers, parce qu'en fait, tout d'un coup, on oublie en fait qui vous êtes. L'important, c'est de participer ensemble à essayer de donner le meilleur de soi-même. Après, effectivement, il y a eu l'AS Monaco qui est venu me chercher. Je me souviens très très bien que ma mère ne voulait pas me laisser partir. Heureusement, j'avais deux grands frères qui ont insisté en disant à ma mère, oui, voilà, le foot c'est très bien. Parce que ma mère, bien évidemment, comme tous les parents du monde, voulait que je fasse des études. Et pour elle, le foot, c'était pas un truc sérieux. Aujourd'hui, ça paraît bizarre parce qu'il y a plein de parents qui envoient les enfants au foot en espérant des choses, mais elle, c'était le contraire. Et donc, j'arrive effectivement à l'AS Monaco, et là aussi, j'ai découvert les vacances un petit peu, parce que je partais jamais en vacances. Pour moi, aller à Monaco, c'était les vacances. Et je me souviens très bien, lorsque ma mère a été invitée à Monaco et a vu le cadre de Monaco, je pense que si elle pouvait envoyer les 5 enfants, elle aurait dit, écoutez, prenez les 5, ça va être bien. Et c'était juste merveilleux. Et là aussi, j'ai découvert des joueurs qui venaient de pays différents. Et je pense que ça a vraiment créé l'idée qu'effectivement, il ne fallait pas juger les gens sans les connaître. Et le foot m'a appris ça. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Et après, bien évidemment, j'ai eu la chance de jouer en équipe de France, de pouvoir représenter son pays. C'est juste un moment extraordinaire. La première fois que j'ai joué en équipe de France, c'était en équipe de France Espoir. Et je me souviens très bien de l'hymne national. C'est juste un rêve. Vous dites, mais attends, c'est une blague, je joue en équipe de France. C'est bizarre ça quand même. Est-ce que c'est vrai? Et donc, après, j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de France en 1994, dans l'équipe A. Et là aussi, c'est juste un moment incroyable et une certaine fierté, effectivement, de représenter son pays. C'est inexplicable, en fait, ce sentiment-là. D'être choisi pour représenter son pays, c'est juste quelque chose de fantastique. D'entendre l'hymne national, de porter le maillot, de se dire que lorsque vous êtes sur le terrain,
vous ne représentez pas que vous. Vous ne représentez pas que les 11. Vous représentez les Français et les Françaises. Et à travers vous, ils vont vivre une expérience. Et donc, c'était juste incroyable. Bien évidemment, nous avons eu la chance de gagner cette Coupe du Monde en France. Et le foot m'a permis aussi, par exemple, j'ai joué 10 ans en Italie. Et donc, c'est très intéressant aussi. Lorsque je suis arrivé à 24 ans à Parme, ce qui est quelque chose de très intéressant, c'est quand l'équipe n'allait pas bien, c'était toujours la faute des étrangers. Et donc, c'est marrant, ça, tout d'un coup, vous êtes étranger. Donc, vous entendez les autres vous parler en tant qu'étranger. Et vous dites, mais ils sont sérieux, les mecs, ou quoi? C'est-à-dire que tout le monde joue mal et en fait, on prend nous. Et donc, ça aussi, c'est une expérience extraordinaire. Et là aussi, vous côtoyez des Croates, des gens qui viennent d'autres pays. Et quand vous êtes dans les vestiaires, vous voyez très bien qu'effectivement, même les préjugés que vous pourrez avoir sur d'autres populations, ben ça tombe. L'idée, c'est comment on fait pour travailler ensemble. Comment on fait pour mutualiser nos compétences pour arriver à la victoire. Et effectivement, lorsque vous êtes en équipe de France, vous rencontrez parfois des coéquipiers. D'ailleurs, je l'ai raconté, mais je ne sais pas si vous le savez, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, je pense que j'ai eu la chance de marquer ces 2 buts parce qu'en face de moi, il y avait un Croate. Et on jouait ensemble à Parme. Et lui, il a eu le malheur de me dire, à la mi-temps du match, ce match-là est pour nous. Je lui ai rappelé ça d'ailleurs. Mario Stanic m'a dit, Lilian, tu sais quoi? Ce match-là, c'est pour nous. Hein. Vous êtes morts. Et effectivement, lorsqu'on a pris le premier but, à ce qui paraît, c'est de ma faute, mais ce n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr encore. Et donc, en fait, m'est revenue la voix de Mario Stanic. Et en fait, ça m'a mis dans une colère qui m'a emmené à me surpasser. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant, c'est-à-dire que votre ami devient un adversaire. Cet adversaire qui est votre ami va faire en sorte de vous transcender. Et c'est pour cela que je trouve que le foot, c'est extraordinaire, parce que ça crée ces liens. Et d'ailleurs, j'ai compris aussi le pouvoir du football lorsque j'ai fini ma carrière. Ça peut paraître incroyable. C'est-à-dire, une fois, avec mes enfants, nous sommes allés voir la finale de la Champions League. Je crois que c'était à Paris. C'était Arsenal contre Barcelone. Ah non, je n'avais pas arrêté de jouer au foot, mais je ne jouais pas encore à Barcelone. En fait, oui, je voyais les supporters se mélanger. Parce qu'en fait, nous, comme nous sommes sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des adversaires, on se concentre, on essaie de... Et en fait, j'avais vu avant le match qu'effectivement, les Anglais et les Espagnols, ils allaient dans les cafés ensemble, ils buvaient ensemble. Et je trouve que ça, on ne montre pas ça assez au football. Et cette expérience-là aussi, je l'ai vue lorsque j'ai été au Brésil avec mes enfants. Parce qu'en fait, j'emmène mes enfants dans des matchs importants pour gagner des points. C'est-à-dire, on crée des souvenirs. Et si, en tant que papa, vous gagnez 1000, 2000, 5000 points, après, plus tard, c'est plus gentil pour leur dire, écoutez les gars, là, il faut écouter papa, hein, souvenez-vous. C'est une stratégie que je donne aux parents, créer des souvenirs pour gagner des points. Et donc, en fait, là aussi, j'ai vu le pouvoir du football. C'est-à-dire comment, en fait, il n'y a pas de relation conflictuelle entre la grande majorité des supporters, parce qu'en fait, ils viennent partager des moments d'émotion. Et donc, c'est pour ça que le football, pour moi, est un vecteur extraordinaire pour créer des liens, en fait. Alors, quand vous avez terminé votre carrière en 2008, après 2 années à Barcelone, vous n'êtes pas devenu entraîneur, vous n'êtes pas devenu consultant, vous avez, et c'est votre activité, je dirais, professionnelle, personnelle principale, vous avez créé une fondation d'éducation contre le racisme qui vous occupe, que vous avez créée, et qui est maintenant votre occupation principale. Pouvez-vous nous parler un peu de cette fondation ? Alors, avant de parler de la fondation, je vais vous montrer quelque chose. Comment? Elle est à l'envers? Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Là, comme ça, c'est mieux? Comme ça, c'est mieux?
En fait, c'est intéressant parce qu'à chaque fois que je montre cette carte, notamment avec les enfants, vous êtes des grands enfants, vous, en fait, il y a des gens qui me disent non, il faut la retourner. Mais en fait, la carte, on a fait exprès de mettre cette carte comme ça. En fait, l'idée de la fondation, c'est pour questionner nos points de vue. Parce que chacun de nous, nous sommes conditionnés dans un sens, mais très souvent, on ne fait pas attention à ces conditionnements. Et moi, l'idée, avec les enfants, c'est questionner d'où on regarde, d'où on juge les choses. Et effectivement, les cartes traditionnelles que vous connaissez, peut-être que vous ne le savez pas, en fait, ne représentent pas les continents de façon exacte. C'est-à-dire que les proportions selon les continents ne sont pas respectées. Et donc là, j'ai voulu mettre l'Afrique au centre pour rappeler quelque chose de tout simple, que chacun de nous, nous sommes des descendants d'Africains. Et j'ai remis les proportions justes, les superficies justes. Parce qu'en fait, les cartes traditionnelles que vous connaissez, l'Afrique est rétrécie, l'Europe est agrandie, l'Amérique du Nord est agrandie, l'Amérique du Sud est rétrécie. Sur la carte traditionnelle, la Russie paraît plus grande que l'Afrique. En fait, c'est juste pour dire qu'il faut se questionner sur nos représentations, nos façons de penser. Et chacun de nous, nous ne sommes pas si libres que nous pensons. Et donc, effectivement, aborder le racisme, c'est exactement cela. Aborder le sexisme, l'homophobie, c'est expliquer pourquoi on devient raciste. Parce qu'effectivement, personne ne n'est raciste, on le devient, comme sexiste. Et quels sont les conditionnements qui nous emmènent parfois à rejeter les gens selon leur sexualité. Et donc, j'ai monté cette fondation en 2008, parce que lorsque j'étais joueur, très souvent, on me demandait d'aller dans les écoles, discuter avec les enfants, que ce soit en Italie ou en Espagne. Et en fait, je voyais que les gens ne comprenaient rien du tout au racisme, ne savaient pas d'où ça venait. Pour eux, c'était juste un sentiment personnel. Et donc, pour moi, c'est dire aux gens, c'est une construction historique. C'est une construction historique. C'est un discours politique pour séparer les gens. Et donc, effectivement, parfois, il y a de l'incompréhension, parce que très souvent, j'essaye d'emmener un regard différent. Et ça perturbe les gens, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de regarder les choses dans cette direction-là. Et parfois, ça peut me créer quelques petits problèmes. Alors oui, incompréhension, perspective différente. Vous avez été pris dans une polémique sur le fameux concept de racisme anti-blanc récemment. Oui, effectivement, parce qu'en fait, j'ai fait une interview en Italie où j'expliquais que les personnes qui faisaient le bruit du singe dans les stades le faisaient parce qu'ils avaient un complexe de supériorité, parce qu'ils étaient blancs. Ça venait d'une histoire. Et en France, c'est retourné en disant que les Blancs avaient un complexe de supériorité. Mais je pense que ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, je pense que parfois, il y a certains qui veulent faire du buzz. Donc, ils font du buzz. Mais en même temps, ce buzz-là m'a donné à réfléchir aussi. Parce que je pense que, effectivement, ce qui a créé polémique, à mon avis, c'était les Blancs pensants. Et donc, très souvent, les gens, ils disent « Ah non, mais attendez, monsieur Thuram, il ne faut pas essentialiser les gens. » Et moi, par exemple, j'en ai discuté avec des amis. Après, je leur disais, mais vous savez, les femmes sont discriminées dans la société depuis des millénaires. Donc, on dit que ce sont les hommes. Oui. Et donc, si je dis, par exemple, les personnes noires subissent le racisme, ce sont les personnes blanches qui, en fait, les discriminent. Et certains me disent, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis, ah bon, pourquoi? En fait, non. En fait, l'idée, c'est dire aux gens, vous ne vous rendez pas compte que vous soyez blanc, que vous soyez noir, chacun de nous, nous sommes porteurs de biais racistes. Chacun de nous, nous avons des biais racistes, mais liés à l'histoire. Mais très souvent, les gens n'ont pas conscience de la profondeur historique du racisme. Par exemple, les gens oublient qu'en fait, que jusque dans les années 90, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et 90 à aujourd'hui, c'est très peu de temps. Les gens oublient aussi que le racisme d'État en France se termine avec les décolonisations. C'est les années 60. Les gens oublient que, par exemple, que dans les livres scolaires, jusque les années 50, il y avait une hiérarchie selon la couleur de la peau. Et c'est-à-dire que je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une histoire. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment personnel. C'est-à-dire, c'est comme les hommes, et moi je suis le premier à l'avouer,
nous portons, nous, des biais sexistes. Mais c'est normal, parce que nous avons été éduqués comme ça. Et donc, parfois, c'est très, très compliqué, mais je reste persuadé qu'il faut débattre de tout cela. Vous aviez dit, quand vous étiez encore joueur à l'époque, qu'on ne parlait pas de l'esclavage dans les livres d'histoire donnés aux lycéens, sauf pour dire qu'il avait été aboli. Donc on est à Nantes, vous allez vous rendre au mémorial tout à l'heure. Pouvez-vous en parler un peu de cela? Parce que c'est effectivement quand même interpellant. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai demandé à aller visiter le mémorial, parce qu'en fait, j'ai déjà vu 2 fois. Mais j'aimerais le revoir une 3e fois pour essayer de voir, parce que je ne me souviens pas très bien, si en fait, il est signifié le début de l'esclavage. Parce que très souvent, on signifie la fin de l'esclavage. Mais en fait, les gens ne savent pas combien de temps ça a duré. Et en fait, c'est très important le temps que ça a duré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a construit un imaginaire collectif. Par exemple, dites-moi qui ici connaît le Code noir? Levez la main. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. On est à Nantes, on voit que le niveau est élevé, là, c'est pas mal. Bravo. Vous pouvez vous féliciter parce qu'il y a des fois, il n'y a personne, hein, comme ça. Non, félicitez-vous. Non. Et mais, en fait, c'est intéressant, par exemple, de comprendre en fait le pourquoi de l'esclavage. C'est-à-dire que trop souvent, les gens pensent que c'est simplement un rapport entre personnes de couleurs différentes. Et il faut expliquer aux gens que c'est un système économique. Et tout système doit construire un discours pour légitimer l'exploitation de certaines personnes. Par exemple, au moment de l'esclavage, il y avait des personnes blanches et des personnes noires. Mais on a aussi cassé les solidarités. Et donc, pour moi, ce qui est très intéressant dans le discours raciste, c'est comment on construit des discours de génération en génération pour casser les solidarités dans les sociétés. Et effectivement, j'espère qu'il y a le début, qu'il y a la durée. Je me souviens pas très très bien. Et par exemple, il y a un truc qui est très intéressant que la plupart des gens ne font pas attention. C'est-à-dire, moi, je suis antillais. L'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, c'est 1848. Mon grand-père est né en 1908. Donc, vous voyez que c'est très très proche, en fait, de nous. Et pour vous dire la vérité, c'est-à-dire que l'esclavage a duré encore. Parce que pendant la colonisation, l'esclavage n'a pas été aboli. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a encore des traces de cela et que la page n'est pas tout à fait refermée? Et vous qui vous battez au quotidien, vous avez créé la fondation, vous êtes battu comme footballeur, est-ce que vous pensez que le vent progresse de façon positive ou qu'il y a des freins qui sont encore puissants? Alors, tout d'abord, moi je pense qu'effectivement, il y a moins de racisme qu'avant. Comme je vous ai dit, mon grand-père est né en 1908. Je pense qu'à l'époque de mon grand-père, il y avait plus de racisme qu'aujourd'hui. Mais je pense que chaque génération, nous devons nous questionner sur l'égalité, construire l'égalité, que ce soit de genre, que ce soit de sexualité ou de couleur de peau. Mais très souvent, je pense qu'il y a une difficulté à écouter les personnes qui subissent le racisme. C'est-à-dire que très souvent, dans le débat public, on essaie de dire à ces personnes-là, arrêtez de vous victimiser. Mais en fait, ce n'est pas la question de se victimiser, c'est qu'il y a des gens qui sont victimes. Par exemple, si je pose la question ici, et vous allez me répondre sincèrement, qui voudrait être traité de la même façon, ou que ses enfants soient traités de la même façon qu'on traite les personnes noires dans la société française? Levez la main. OK. Vous avez vu? En fait, les gens, ils savent comment ça se passe. Et en fait, l'idée, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on puisse dialoguer pour voir comment changer la chose. Parce que si on ne dialogue pas, il y a un statu quo. On a fait souvent des débats ensemble, Lilian, devant des publics jeunes, et à chaque fois, vous évitez l'écueil de la victimisation en disant plutôt « mobilisez-vous ». Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes une personne qui est victime du racisme que vous comprenez le racisme. Hein. Parce qu'encore une fois, il y a des biais racistes. Chacun de nous, je vais vous raconter une expérience. On prend un groupe d'enfants très jeunes et on leur met des poupées. Qui connaît ici l'expérience des poupées? Très peu, moins que le Code noir. En fait, si vous voulez, on fait des expériences. Il y a des enfants, une poupée noire, une poupée blanche. Et on demande aux enfants de mettre des choses positives ou négatives sur les poupées.
Et en fait, les enfants mettent toutes les choses négatives sur la poupée noire. Et tout d'un coup, on dit aux enfants, mais quelle est la poupée qui te ressemble? Et là, tout d'un coup, les enfants, ils montrent la poupée noire. Ça veut dire que les biais racistes sont intégrés même par les personnes noires, mais ce qui est compréhensible. Et donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons discuter de cela tranquillement pour améliorer la société. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il est injuste que dans une société, les femmes n'aient pas les mêmes rêves que les hommes. Juste les mêmes rêves. Et il est injuste dans une société qu'il y ait des enfants qui soient stigmatisés négativement déjà tout petits. Et encore une fois, nous portons en nous des biais liés à l'histoire et ce n'est pas une honte de les questionner. Je crois que vous avez compris que Lilian est non seulement un grand champion, mais également un grand humaniste. Et merci beaucoup pour cette intervention et cette leçon inaugurale des géopolitiques de Nantes. Merci beaucoup.